Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Consacré aussi durant cette période aux films et aux séries historiques, une vingtaine d'émissions ont été consacrées à différents films et différentes séries qui représentent l'histoire. Et aujourd'hui, on va parler du film de Armando Iannucci en 2017, The Death of Stalin, La mort de Staline, adaptation d'une bande dessinée, une farce noire et terriblement drôle, sur laquelle on revient avec l'historienne Julie de Schepper. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site paroledhistoire.fr, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. La semaine prochaine, une nouvelle série d'émissions commence qui sera centrée sur l'univers de Tintin et d'Hergé au miroir de l'histoire, Histoire de Tintin à écouter à partir du lundi 25 mai. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler du film La mort de Staline d'Armando Iannucci, sorti en 2017, je suis avec Julie de Schepper. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Max Weber Fellow, postdoctorante à l'Institut universitaire européen, et donc c'est un appel d'ailleurs qui est un appel international, puisque vous êtes en ce moment en Italie du Nord, en Toscane, d'où on va parler ensemble de ce film sur Staline. J'avais envie de vous demander quelle était votre première réaction en voyant ce film, dont on va dire ensuite évidemment à quel point il est atypique, mais en tant qu'historienne de l'Union soviétique, en tant qu'historienne qui a travaillé en partie sur le stalinisme, quelle était votre vision de ce film ? Alors, merci pour cette question et puis merci pour l'invitation pour parler de ce film qui est vraiment fascinant sur plein d'aspects. Mais donc, je dirais ma première réaction en le revoyant là ces derniers jours, ça a été quand même, je suis un peu perplexe face au film. Parce que en fait, je trouve qu'il est entre deux. C'est-à-dire que soit il veut être trop proche du réel ou rendre des idées ou même un contexte plus général qui n'est pas documentaire, mais qui veut se rapprocher d'une forme de vérité historique, et il n'y parvient pas vraiment. Soit au contraire, il essaye d'être dans l'humour et vraiment avec des effets complètement grotesques, et en fait je trouve que ça va pas assez loin, et donc il navigue un petit peu entre ces deux eaux, et c'est ça qui m'a perturbée, qui m'a mis parfois un petit peu mal à l'aise, mais donc on pourra y revenir. Dans l'ensemble, je sais pas encore si j'ai apprécié ou pas, j'ai passé un bon moment, mais je suis un peu dubitative, voilà, disons-le. Alors, il faut sans doute expliquer que c'est un film qui est l'adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle également La mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, une bande dessinée française, que le réalisateur Armando Iannucci est connu pour ses satires du monde politique, notamment de séries de Thick of It et la série VIP avec Julia Louis-Dreyfus qui moque le système politique américain, donc il n'en est pas à son coup d'essai de ce point de vue-là. Et surtout, le genre de ce film est très particulier, puisque c'est pas du tout une approche qui se veut vériste ou naturaliste de la mort de Staline et des quelques jours qui ont suivi. On le comprend très très vite, c'est une farce. Tous les personnages sont ridiculisés, montrés comme des pantins assez grotesques. C'est ça qui à la fois perturbe et qui en même temps fait l'originalité du projet par rapport à quelque chose qui serait un film historique plus banal. Complètement, oui. Du coup, il faut nuancer en même temps cette idée en disant que ce caractère de farce, il est que partiel, parce qu'il y a toute une dimension du film qui est aussi une dimension tragique, sombre, puisque le film met en avant la dimension répressive du régime stalinien. Alors, est-ce que peut-être on peut expliquer, pour ceux et celles aussi qui ne l'auraient pas vu, de quelle façon est-ce que cette violence du stalinisme est mise en scène dans le film ? Oui, alors elle est mise en scène à plusieurs moments, et en fait, je dirais même, en fait, le film s'ouvre avec cette idée de violence politique, puisque l'une des premières scènes, donc on retrouve Staline assis derrière son bureau, et c'est donc Lavrenti Beria qui est donc à la tête de la police politique de l'époque, qui lui amène une liste de personnes à exécuter, et donc la première blague se fait sur ces fameuses liste qui est un objet absolument récurrent dans le film pour marquer l'aspect aléatoire et complètement tragique du régime soviétique.
Mais ensuite, on voit à plusieurs moments dans le film des exécutions sommaires, mais en fait, on ne les voit pas vraiment, on entend, donc c'est sous-entendu, c'est-à-dire qu'on entend des fusillades, notamment dans des prisons, donc ça c'est à plusieurs reprises. On a cette scène-là dans les sous-sols on suppose, de la Lubyanka, qui est donc le siège de la police politique. Et sinon, c'est mis en scène aussi de façon complètement grotesque, avec l'idée que n'importe qui peut être exécuté à n'importe quel moment s'il n'obéit pas à certaines règles, s'il ne se plie pas à la parole communiste, ou s'il a un mot de travers. Donc le film joue beaucoup sur cette idée-là, sur le fait que tout le monde avait l'impression qu'il pouvait mourir à n'importe quel moment, et notamment, donc on reviendra sur ce moment-là, mais quand le concert de la jeune pianiste est rejoué une seconde fois, la personne qui est en charge de l'organisation de ce deuxième concert, la phrase qu'il a, c'est « Ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir, on vous demande juste de rester assis ». Donc, c'est vraiment cet aspect-là des répressions des répressions staliniennes qui est mis en scène durant tout le film, tout en manquant un petit peu d'évoquer les arrestations ou d'autres motifs plus précis qui ont été à l'origine de certaines politiques de répression durant la période stalinienne, notamment des répressions vraiment à l'égard de groupes sociaux particuliers. Donc on va reparler des médecins, par exemple, mais aussi de l'intelligentsia, des militaires, des cadres des républiques non russes, mais également des juifs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que le film réussit à évoquer, mais vraiment le survol, on va dire. Alors c'est d'ailleurs un peu un point commun de plusieurs éléments du film que de résumer, raccourcir pour les besoins d'une farce qui est aussi en même temps une fable sur le pouvoir, sur la violence, sur un régime de ce type-là, que de raccourcir et de résumer finalement différents contextes. C'est censé se passer en mars 1953 au moment de la mort de Staline, mais en fait les épisodes qui sont montrés associent plusieurs périodes. L'idée que tout le monde peut mourir, c'était quelque chose qui était plutôt ressenti par les soviétiques en 1937 au moment de la Grande Terreur, où là effectivement la crainte était à son comble. Et puis cette scène d'un concert qui doit être réenregistré parce que Staline a demandé l'enregistrement et on ne l'avait pas enregistré sur le moment et tout le monde doit se précipiter pour trouver un chef d'orchestre et réenregistrer en catastrophe. Ça a vraiment eu lieu, mais ça a eu lieu, je crois que c'était au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Donc le film condense en fait différents contextes pour essayer de transmettre un petit peu cette atmosphère d'angoisse du stalinisme. Ça, c'est un procédé qu'on retrouve aussi pour d'autres éléments qui sont représentés dans le film. Oui, alors c'est vrai que c'est ça l'idée. Enfin, c'est le terme. J'aime beaucoup le terme que tu utilises de condensation, parce qu'en fait c'est exactement ce qu'essaye de faire le réalisateur, je crois. Alors il y a des petits détails, je dirais par exemple comme le réenregistrement de ce concert, ou encore l'évocation à un moment d'un crash d'avion durant lequel une équipe de hockey aurait perdu la vie. On l'évoque comme si ça venait absolument d'avoir eu lieu, alors qu'en fait, ça a eu lieu 3 ans auparavant. Il y a plusieurs aussi, on va dire, raccourcis au niveau des postes qu'occupaient les personnages principaux qui sont montrés dans le film, mais peut-être qu'on y reviendra, notamment sur la place du maréchal Zhukov, sur le rôle de Molotov ou de Khrouchtchev, par exemple, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément là ou alors n'avaient pas les postes qu'on leur attribue dans le film, mais finalement, est-ce que ça rompt avec le message que voulait faire passer le réalisateur? Je ne suis pas sûre, mais puis finalement, je dirais l'événement principal sur lequel il y a un gros raccourci, c'est la mort de Beria, sur laquelle s'achève le film, qui est présenté comme ayant eu lieu juste après les funérailles, ou en tout cas vraiment dans les jours, les funérailles de Staline, dans les jours qui suivaient, alors qu'en fait elle a eu lieu cette exécution a eu lieu, mais des mois après, et dans un autre contexte politique autant intérieur qu'extérieur. Et bon voilà, ça c'est parmi les petits
les raccourcis qui sont faits dans le film. On peut citer majoritairement cela. Le film s'ouvre avec très rapidement, au bout d'une dizaine de minutes, la mort donc de cette figure qui est Staline, qui est jouée d'une manière assez intéressante parce que très loin des clichés sur le dictateur tout-puissant, de manière plutôt grotesque alors j'ai pas noté le nom de l'acteur, mais quelqu'un qui le rend finalement très banal, ce Staline, ce qui renvoie à la fois à la volonté du réalisateur, mais aussi à certaines pratiques que l'on connaît, puisque on sait comment Staline passait ses soirées avec d'autres membres du Politburo, au Kremlin, puis dans sa datcha. Donc là aussi, il y a un mélange entre des faits réels et puis une volonté d'outrance du réalisateur. Qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation de ce Staline avant, disons, le moment de sa mort, sur lequel on reviendra? Non, alors je suis tout à fait d'accord avec l'idée que alors Staline finalement n'est pas si présent dans le film. C'est ça qui est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment durant les 10 premières minutes et encore que, et il est présenté comme quelqu'un de tout à fait banal. Et finalement, alors que le film reflète vraiment cette idée du culte de la personnalité, du fait qu'il était omnipotent, qu'il avait à pouvoir sur tout le monde à n'importe quel moment. Finalement, les premières minutes, il a l'air quelqu'un d'assez détendu. Alors, on a physiquement, il est représenté donc comme image que l'on en a avec sa fameuse moustache, mais il n'a pas du tout l'air de quelqu'un d'effrayant. Au contraire, il est plutôt jovial. C'est lui qui veut passer la soirée à regarder un film de cow-boy. Donc on le tourne aussi. Il est représenté d'une façon assez inattendue, je dirais, pour un film qui ensuite se veut présenter un tyran et un dictateur à qui on doit finalement on doit lui trouver un successeur, et on a beaucoup de mal à gérer cette succession. Mais donc j'étais assez étonnée de cette représentation, et en fait j'ai l'impression que le personnage principal, en tout cas pour moi, et l'acteur est absolument fantastique, c'est Lavrenti Beria, qui est joué par Simon Russell Beale, qui a d'ailleurs gagné un prix d'interprétation pour ce rôle, et qui est le personnage fort, tant au niveau de la personnalité, mais aussi de ses phrases et de ses différentes répliques, et de la façon dont il incarne en fait la répression et la terreur du régime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai un petit peu, que je l'ai perçu. Pour revenir un instant sur Staline et la manière dont il est représenté, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le film, et là ça renvoie par exemple à l'un dernier livre de Sheila Fitzpatrick, Dans l'équipe de Staline, c'est le caractère à la fois individuel et collectif du pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit un personnage qui malgré tout est très puissant parce que chacun surveille ses paroles en compagnie de Staline. Il y a même Khrouchtchev qui est montré dictant à sa femme des notes pour être sûr de n'avoir rien oublié de ce qu'il a dit la veille à Staline et de ne pas se faire prendre le lendemain en faute. Mais en même temps, dans une ambiance de pseudo-convivialité, voire de vraie convivialité autour effectivement des films. Et ça, on sait que c'est réel. Staline aimait passer de longues soirées à discuter de tout et de rien avec ses plus proches collaborateurs, à la fois pour être avec eux et aussi pour les avoir à l'œil et aussi pour les surveiller. C'est aussi comme ça que fonctionnait le pouvoir stalinien, et le film, évidemment sous une forme un peu outrée, le suggère pas si mal, je trouve. Oui, alors on retrouve cette idée-là, effectivement, d'un pouvoir finalement qui est géré par un groupe d'hommes, mais il manque quand même l'évocation des dynamiques de pouvoir à l'intérieur de ce groupe-là. Donc certes, il y avait Staline, mais ensuite, on le sait, il y a eu, avant même la mort de Staline, et puis dès son arrivée au pouvoir, des jeux entre plusieurs hommes qui se soutenaient, mais il y a eu vraiment des guerres intestines. Donc, on pense peut-être en premier lieu déjà à des premières luttes de pouvoir qui avaient lieu entre 45 et 48, par exemple, entre d'un côté Malenkov, soutenu notamment par Beria, Kaganovich, des responsables de l'industrie lourde, et de l'autre côté Zhdanov, qui était plutôt soutenu par le président du Gosplan, Vasnessenki. Et donc déjà, on sait qu'il y avait ces premières luttes de pouvoir. Donc là, c'était des luttes plutôt autour de la façon dont on envisagerait le développement économique de l'URSS. Et finalement, après la mort de Zhdanov en 1948, un plan de répression
contre le président du Gosplan, qui est évoqué, en fait, c'est pour ça que j'en parle, qui est évoqué dans le film, Vasny Sienki est mis en place avec une répression contre d'autres cadres du parti avant la mort de Staline. Et donc, on sait déjà qu'il y a des tensions, mais que cette succession et puis ces luttes intestines sont déjà à l'intérieur, alors qu'on a l'impression dans le film que finalement, il s'agit de luttes de personnalité entre un homme contre un autre, alors qu'il y avait déjà des dynamiques internes mises en place, des formes de soutien et de partenariat. Et ça, on pourra évidemment y revenir parce que les autres personnages qui sont présents à l'écran aux côtés de Beria, donc on retrouve Malienkov, qui effectivement est arrivé après la mort de Staline, s'est retrouvé en première place de la gestion de l'URSS, puisqu'il avait en même temps la présidence du Conseil des ministres et la direction du secrétariat du comité central. Donc ça, c'est un truc qui est un peu flou quand même dans le film, mais donc Malienkov est quand même pas mal présent. Et puis sinon, l'autre personnage qui est présent dans le film, donc on a Khrouchtchev, on l'a déjà dit, qui lui est présenté de façon assez étrange, mais je pense qu'il faudra dire quelques mots sur lui. Et l'autre personnage que l'on retrouve, c'est Molotov. Et donc, finalement, on a donc ces représentations de certains hommes politiques, alors que d'autres sont presque complètement effacés, alors ils ont été bel et bien présents lors des prises de décision qui ont suivi la mort de Staline. Et certains personnages sont complètement absents du film, ne sont pas du tout mis en scène, voire pas joués du tout. Donc on pense par exemple à Bulganin, à Kaganovich, ou alors à Sabourov ou Pervouchkine, qui faisaient partie du présidium du comité central, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des choses quand même dans le film, même si le but, on le redit encore, c'est pas du tout un documentaire ou une vérité historique, mais ça a été de se concentrer sur certains personnages et en les caricaturant parfois très très fortement. Et donc il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Et puis d'autres personnages sont complètement évincés, et puis on oublie un petit peu les dynamiques internes. Voilà, c'est là où je veux en venir. Avec sans doute quelque chose qui tient aussi à la hiérarchie entre les acteurs, puisqu'évidemment, c'est des acteurs de premier plan qui jouent les rôles principaux. Donc, Steve Buscemi qui campe un Khrouchtchev à la fois craintif, mais en même temps, au dernier moment, décidé, qui va chercher à prendre le pouvoir, qui ne veut pas être marginalisé par Beria. Et puis, un Michael Palin des Monty Python, qui lui joue un Molotov un peu naïf, un peu dans la lune, fidèle à Staline ou qui voudrait l'être, et qui est plutôt berné que rusé dans le film. Alors tout ça évidemment est très très caricaturé. Ce qu'il est peut-être un tout petit peu moins, c'est là encore dans les dynamiques collectives que le film montre, le fait que au moment de la mort de Staline, aucun d'entre eux n'ose vraiment prendre les premiers rôles, que chacun jauge les attitudes de l'autre, qu'on se regarde avant de lever la main lorsqu'on est en réunion. Alors je ne sais pas si ça se passait vraiment comme ça à main levée, mais en tout cas que on ne veut pas se marginaliser, s'isoler, prendre une position trop extrême, et qu'ils sont tous sous le regard les uns des autres dans cette période. Et de fait, il y aura une direction collégiale pendant longtemps avant que Khrouchtchev ne finisse par émerger véritablement. Oui, et ça c'est vrai, c'est assez bien rendu. C'est finalement ce moment de désarroi qui suit la mort de Staline, d'incertitude, si ce n'est de panique. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas envisagé la mort du maître de l'URSS, il y a vraiment un moment où on se demande comment est-ce qu'on peut vraiment lui succéder. Et la proposition en fait première, ou en tout cas la façon de gérer ce moment on peut appeler ça ce moment de crise finalement, c'est de gérer ça collégialement et de se répartir progressivement les responsabilités comme je l'évoquais. Alors évidemment, ça va donner lieu à des formes de jalousie et donc à certaines adaptations progressivement. Mais c'est vrai que l'idée de responsabilité collective et donc qu'il va falloir au début gérer les choses ensemble et puis ensuite on verra un petit peu ce qui va se passer. Et ce moment d'incertitude est assez bien rendu dans le film et avec beaucoup de... bizarrement avec une certaine forme de subtilité que j'ai beaucoup apprécié, surtout avec l'humour. Moi, c'est vraiment
le personnage de Malienkoff, moi, qui m'a vraiment fait beaucoup rire, qui est complètement dépassé par les événements, qui est extrêmement naïf, comme tu le disais, qui est complètement long à la détente et qui en fait tient des propos et puis dit le contraire 2 secondes après. Et ça donne lieu à une réflexion peut-être plus large sur la gestion de cet héritage du stalinisme. Donc, je pense, par exemple, il y a des citations, le moment où il dit, par exemple, Staline was a liberal, et puis il se rend compte qu'il a dit n'importe quoi, donc no, he was a radical. Donc voilà, il y a des moments comme ça où il change complètement d'avis qui sont assez intéressants. Ce qui me permet de dire au passage que l'une des particularités du film qui fait soit son charme pour les uns, soit évidemment son problème pour les autres, c'est d'être tourné en anglais, d'utiliser les accents des différents acteurs, y compris parfois l'accent de Yorkshire, l'accent australien de l'acteur qui joue Zhukov. Donc on a comme ça un mélange assez improbable qui déréalise le film et du coup qui aide aussi à pas le prendre au sérieux, ou en tout cas à pas lui faire des reproches trop forts du point de vue de la fidélité historique, puisqu'on comprend vite en fait que la fidélité stricte n'est pas l'enjeu. Alors il y a malgré tout une chose qui est bien représentée, me semble-t-il, du point de vue de la fidélité au déroulé de la journée en question, c'est ce fameux moment de la mort de Staline dans sa datcha, puisque là on a quand même pas mal de récits, notamment la biographie récente d'Oleg Hleviouk s'ouvre par cette scène. On a également un livre de Joshua Rubenstein qui s'appelle The Last Days of Stalin. On a plusieurs récits qui concordent pour montrer que il est mort à peu près de cette façon-là, et surtout pour montrer qu'on a beaucoup hésité et attendu avant d'appeler des médecins dans un contexte qu'il faut sans doute rappeler, puisque évidemment l'enjeu des médecins au moment de sa mort était très singulier. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ces moments précis de la mort de Staline ? Oui, alors c'est vrai que ça c'est un moment qui est, comme tu le disais, assez bien représenté. Donc on sait donc que Staline fait une hémorragie cérébrale dans sa datcha de Kuntsevo le 1er mars 1953. Dans le film, donc il aurait fait cette hémorragie cérébrale en recevant un mot de la pianiste qui a donc réinterprété ce concert pour qu'il soit enregistré. Et donc, elle aurait glissé ce mot dans le disque de l'enregistrement. Et donc, c'est à la lecture de ce mot qu'il aurait fait une hémorragie cérébrale. Et en fait, on sait que c'est le 5 mars 1953 que sa mort est véritablement annoncée. Donc, entre le 1er mars 1953 et donc le moment où on va découvrir, et donc cette scène est assez hilarante dans le film, on découvre Staline sur le sol, qui a uriné, donc il y a tout un jeu sur ce moment-là et sur le ridicule de la situation et le fait que Staline se retrouve finalement presque comme un enfant dont on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il dort, finalement on le remet dans son lit et puis on doit appeler des médecins pour savoir quoi faire et savoir s'il faut le soigner, tout en sachant que Staline avait une fragilité, une santé assez fragile depuis des années. C'était quelque chose qui était déjà connu dans le cercle du pouvoir et puis par certains médecins. Mais le contexte qui est évoqué finalement assez brièvement dans le film, c'est que pourquoi est-ce qu'on a du mal à trouver des médecins? Et donc ce qui est dit, c'est que tous les bons médecins ont en fait été soit enlevés, soit tués quelques années auparavant. En fait, cela fait référence donc à ce qu'on appelle le complot des blouses blanches qui a eu lieu donc quelques mois auparavant, à partir du 13 janvier 1953, la Pravda dénonce et annonce en fait un complot qui est dit le complot d'un groupe terroriste de médecins du Kremlin qui sont en majorité juifs, et c'est un point important, qui sont accusés d'avoir assassiné Jdanov quelques années plus tôt, puisque Jdanov est mort en 1948, et d'avoir tenté d'assassiner d'autres personnalités de l'État. Et donc dans le film, on dit qu'ils ont été accusés d'avoir tenté d'assassiner Staline plus particulièrement.
Et donc, c'est ce qu'on appelle le complot des blouses blanches, qui va servir à justifier une nouvelle forme de répression au sein de la société soviétique, puisqu'il faut trouver, des coupables. Et donc, certains historiens évoquent également l'idée qu'une campagne de répression, une nouvelle vague de répression beaucoup plus ferme, notamment à l'égard du personnel politique, des cadres économiques et de l'intelligentsia, était en préparation. Et donc, dans le film, ce qui se passe, c'est que entre le moment où Staline est découvert dans cet état pitoyable, donc on va chercher des médecins, dans la rue, et les seuls qui restent, qui sont, comme on le dit dans le film, les plus mauvais médecins qui restent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été emprisonnés ou exécutés. Et donc, pendant quelques jours, les médecins sont là dans la datcha, et puis c'est seulement donc le 5 mars que Staline va être déclaré pour de bon mort. Et à partir de là, les funérailles vont être organisées à partir du 6 mars 1953. Et on peut penser de manière assez plausible que finalement ce groupe dirigeant, tout en faisant assaut de dommages et de douleurs à la mort de Staline ou au moment de sa maladie, finalement voyait aussi un avantage au fait qu'il ne soit pas soigné, qu'il ne guérisse pas, puisque on savait qu'il était vieillissant, on savait qu'il était malade, on craignait toujours son pouvoir, et donc finalement se débarrasser de lui d'une manière naturelle, il est plausible de penser que beaucoup, finalement, allaient très bien s'en accommoder, ce qui est aussi suggéré dans le film. Oui, c'est exactement ce qui est suggéré quand Beria, donc à un moment, on voit que Staline se réveille, et donc il montre un tableau, et la scène est assez drôle parce qu'on ne comprend pas du tout pour quelle raison est-ce qu'il est en train de montrer ce tableau-là. On essaye de différentes interprétations, et donc Beria sort de la salle et se dit « Ah là là, mince, j'aurais bien aimé qu'il meure tout de suite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais déjà tout prévu. » Donc c'est vraiment c'est suggéré, mais uniquement pour Beria, je dirais, alors que on suggère que notamment Khrouchtchev et Malenkov, Molotov sont extrêmement tristes de la perte de ce guide, et se demandent vraiment ce qu'ils vont faire sans lui. Le film enchaîne avec tout un passage très intéressant, et pour lequel là on a des vrais appuis historiques qui concernent les funérailles de Staline. Et on sait évidemment depuis Lénine, et au-delà de Lénine, la façon dont l'URSS a toujours honoré ses grands héros en leur donnant des noms de villes comme Sverdlovsk, etc., Kaliningrad. Bon, voilà, sans cesse, le fait d'honorer les grands personnages de la Révolution, les grands dirigeants, fait partie du système soviétique. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les funérailles de Staline ont été organisées, du caractère très, très monumental que ça devait évidemment avoir, et comment ça transparaît dans le film? Alors, on sait effectivement, et grâce à des images d'archives, grâce à des témoignages, mais je pense aux images d'archives qui ont été récemment recoupées et puis présentées dans un documentaire de Sergueï Loznitsa, donc la mort de Staline. On a des images effectivement d'une cérémonie de funérailles, comme tu le dis, absolument monumentale, et qui reprennent donc les codes de différentes cérémonies soviétiques, avec vraiment une culture matérielle là qui est extrêmement présente. Mais pour revenir donc peut-être sur le détail, en fait, du 6 mars au 9 mars, le corps de Staline est en fait exposé dans son cercueil au cœur de Moscou, dans la salle des colonnes de la maison des syndicats, donc vraiment au cœur de la capitale soviétique. Puis, et à ce moment-là, en fait, les soviétiques peuvent venir lui rendre hommage, comme ça avait été le cas pour Lénine. Et on sait que à ce moment-là, les soviétiques sont dans la rue et font la queue pendant des heures et des heures pour avoir accès à la dépouille du défunt. Et on sait aussi qu'il y a eu des débordements, qu'il y a eu des énormes mouvements de foule, que plusieurs, donc le chiffre est celui de 1500. Dans le film, on parle de 1000 personnes qui ont perdu la vie pendant ce moment-là à cause de la foule, de la mauvaise gestion. Ils sont tombés, ils ont été piétinés pendant ces 3 jours.
alors que le film montre qu'ils ont qu'ils ont été fusillés. A priori, c'est plutôt, comme je le disais, voilà, le mouvement de foule que ça a créé, puisque les gens, effectivement, les citoyens et les citoyennes soviétiques sont venus rendre hommage à Staline. Et donc, les images sont extrêmement impressionnantes. Et le moment que l'on voit dans le film, c'est toute la cérémonie du déplacement du cercueil pour l'amener dans le mausolée de Lénine, qui avait été construit après la mort de Lénine et inauguré en marbre, tel qu'on le voit dans le film, en 1929. Et donc, Staline est placé dans le mausolée aux côtés de Lénine, et il sera finalement retiré le 31 octobre 1961, en plein cœur, ou plutôt au début de la déstalinisation monumentale et matérielle qui a lieu sous Khrouchtchev, une fois qu'il sera arrivé au pouvoir. Où se trouve Staline aujourd'hui ? Alors, et donc ça c'est la suite de l'histoire. Donc en fait, le corps de Staline est enlevé de façon secrète, comme ça a été le cas également de plusieurs monuments. Donc il est enlevé du mausolée où il reposait à côté de Lénine, et il est placé derrière le mausolée, dans ce qui est devenu progressivement un cimetière, pardon, en l'honneur de plusieurs personnalités soviétiques, et il a été entre guillemets enrichi progressivement avec dans la dépouille, mais surtout des petits bustes qui ont été mis progressivement derrière. Donc c'est un cimetière qu'on peut accéder, auquel on peut accéder à Moscou encore aujourd'hui. Mais ce qui est important en fait dans le processus, je dirais, d'enlèvement de la dépouille, c'est surtout le secret qui règne autour de tout cela, qui montre aussi à quel point il a été complexe de gérer également ce processus, donc ce qu'on a appelé a posteriori de déstalinisation, et surtout de déstalinisation dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans le film, mais qui, finalement, qui est intimement lié avec le sujet principal qui est évoqué avec la mort de Staline. Pour revenir un instant sur le moment de cette mort et le moment où les Soviétiques l'apprennent, il y a une scène intéressante dans le film, et au passage, ça permet de dire peut-être à celles qui se demandaient en voyant le film si c'était réel, que oui, la femme de Molotov, Paulina, a bien subi une peine de camp et de déportation, et Molotov finalement a dû l'accepter et fermer les yeux pour ne pas perdre sa propre place à lui, et ça c'est quelque chose qui est réel, qui est montré dans le film. Et on voit Paulina Molotov, donc, qui a été déportée sur ordre de Staline, qui apprend la mort de Staline et qui est émue presque aux larmes. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement des réactions émotionnelles des Soviétiques ? Moi je me souviens d'avoir lu il y a longtemps des choses sur finalement une population assez saisie d'émotions, y compris parmi des gens qui avaient pu subir les persécutions. Est-ce qu'on sait comment ça se déroule finalement ce moment pour les citoyens et les citoyennes de l'URSS ? Alors, on sait, encore une fois, grâce à des témoignages, différents travaux historiques, et puis plus largement grâce aux archives, que cette question de l'émotion suscitée par la mort de Staline est avérée. C'est-à-dire que on voit vraiment des citoyennes et des citoyens qui sont désemparés. Alors, on peut aller dans plusieurs types d'interprétations, c'est-à-dire que le culte de la personnalité autour de Staline est si fort que l'idée de perdre finalement ce repère et ce autour de quoi la vie des citoyennes et des citoyens a été organisée, quelque chose d'extrêmement brutal, difficile. Et surtout, il faut aussi voir que le contexte dans lequel... Après, donc en 1953, on est quand même après la Seconde Guerre mondiale, après la victoire de la Grande Guerre patriotique par les Soviétiques. Et ça a été un conflit, donc on le sait, absolument effroyable pour les Soviétiques, qui ont perdu plus de 25 millions
donc d'âmes durant cette guerre. Et c'est vrai que l'image et le rôle de Staline après 1945 n'est pas tout à fait le même, même si la politique répressive, on l'a dit, reprend très fortement en 1900, notamment en 1947 avec ce qu'on appelle la Yezhovshchina, menée par Yezhov, et qu'il y a des campagnes de répression jusque quelques mois avant la mort de Staline. C'est vrai que l'idée de perdre ce personnage central, cette idée de guide, finalement, a aussi un sens au niveau du quotidien des soviétiques. Donc, cette émotion, quand on la voit même sur les images d'archives, peut surprendre. On voit notamment les larmes qui coulent. Donc on se demande est-ce que c'est quelque chose qui est feint par peur encore une fois d'une répression, d'une réprimande, et force est de constater que l'émotion est réelle lors de la mort de Staline. Ce à quoi il faut ajouter d'ailleurs que la peur de la réprimande, elle tend justement non pas à disparaître, mais à diminuer assez fortement après la mort de Staline, puisque c'est aussi le moment, et ça c'est d'ailleurs suggéré dans le film à travers les décisions du comité central qui se réunit peu après sa mort, c'est aussi le moment où on va commencer progressivement à diminuer la population carcérale, à ouvrir un petit peu, à réduire des peines et à faire revenir des gens qui avaient été déportés durant les années 30 et 40 et 50. Donc, il y a en fait une diminution de la nature répressive du régime, même avant 1956 et le discours de Khrouchtchev, au moment de la mort du dirigeant. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai, c'est vraiment, on le voit dans le film. Alors, il y a ce moment assez drôle où c'est donc Beria qui met en place cette politique et Khrouchtchev se situe juste derrière en disant mais non, mais c'est pas juste. C'est moi qui en avais l'idée. Pourquoi est-ce que c'est lui, en gros, qui obtient tous les honneurs alors que j'ai la paternité de cette idée de vouloir libérer les détenus. Et il ajoute, moi j'ai même eu l'idée de libérer tous les religieux qui sont emprisonnés, ce à quoi la fameuse pianiste répond mais je croyais que tu détestais la religion. Il répond oui mais c'est pas le problème, moi mon idée ils n'ont absolument rien fait donc il faut les libérer. Donc on voit aussi une forme de, alors je ne sais pas s'il faut parler d'ouverture politique, mais en tout cas d'une détente politique et d'une détente de cette répression constante, de cette tension au sein de la population. On voit vraiment une ouverture de la société soviétique. Et c'est en cela que la mort de Staline est considérée comme une vraie rupture et une césure dans l'histoire soviétique. Alors, l'idée de réfléchir à on va dire, la continuité entre le léninisme et le stalinisme, et puis entre le stalinisme et puis la période suivante, c'est-à-dire quelles sont les forces qui restent en place, en quoi est-ce que le système soviétique reste finalement le même au niveau des structures, mais ce serait peut-être la pensée et la manière de penser ce qu'est le communisme qui change. Ça, ce sont des débats historiographiques qui ont animé les historiens et qui continuent d'animer les historiens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ressent, on observe une réelle modification notamment avec la libération de ces prisonniers, une modification de la société soviétique et de la politique qui est menée vraiment pour la société soviétique. Et c'est d'ailleurs ce qui change complètement quand Khrouchtchev arrive finalement au pouvoir, puisque c'est à peine représenté dans le film, mais ce qui se passe, c'est que Malenkov, qui a deux fonctions, comme je le disais au début de l'interview, en fait, abandonne son rôle au sein du parti pour laisser le secrétariat du comité central à Khrouchtchev. Et donc, une fois que Khrouchtchev, c'est vrai, arrive au pouvoir, il va mener tout un certain nombre de réformes, lui, il va appeler ça la modernisation de l'Union soviétique, d'un point de vue tant économique, politique, industriel, mais aussi culturel et architectural. Et donc, en fait, il va se concentrer sur le quotidien des soviétiques, et c'est vraiment ça qui va progressivement changer au cœur de la vie des citoyennes et des citoyens.
Khrouchtchev, l'un des éléments qui explique en filigrane son ascension dans le film, c'est qu'il passe son temps à rappeler le rôle qu'il a joué à Stalingrad durant la Grande Guerre patriotique. Et finalement, en filigrane, il y a quand même cette guerre qui est assez présente, comme elle l'était évidemment dans ce contexte, notamment à travers la figure, l'une des figures majeures dont on a un peu parlé jusqu'à présent, c'est la figure de Zhukov, jouée par Jason Isaacs, que j'ai trouvé assez extraordinaire de drôlerie dans la manière d'incarner ce personnage. Alors, on sait que dans la réalité, il était plutôt en disgrâce pile au moment de la mort de Staline, il est plutôt revenu en grâce après, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage et de la place symbolique, finalement, jouée aussi, symbolique et réelle, jouée par l'armée au moment de ce stalinisme finissant? Oui, alors c'est vrai que la Grande Guerre patriotique, donc comme elle est nommée en Union soviétique et encore aujourd'hui dans la Russie post-soviétique et dans les États post-soviétiques plus généralement. En fait, elle est omniprésente dans le film et dès la première scène aussi, puisque l'un des premiers mots effectivement que prononce Khrouchtchev, c'est la bataille de Stalingrad. Et donc, d'emblée, et en faisant référence évidemment à Stalingrad, donc c'est pas du tout anodin, mais on a comme ça en filigrane l'omniprésence de la victoire et du fait que la personnalité de Staline est associée immédiatement à cette guerre. Or, donc ce que l'on sait aussi, c'est qu'après la victoire, et donc dès la fin de l'année 1945, et surtout entre 45 et 48, disons, il y a quand même une forme de manœuvre assez habile de la part de Staline contre l'armée pour éviter, je dirais, d'avoir cette armée comme force sociopolitique qui pourrait vouloir canaliser des nouvelles aspirations au sein de la société soviétique. Et donc, les principaux chefs de commandement armés, notamment, donc on pense notamment à Zhukov, qui était le plus populaire, sont écartés de leurs postes principaux. Et donc, Zhukov est relégué dès la fin de 1945 à la tête de la région militaire d'Odessa, puis de la région de l'Oural. Et il n'apparaît plus en public. Et ce que signale Nicolas Werth, c'est que, grand historien de l'Union soviétique, que le 4 mai 1948, par exemple, lors de la commémoration de la bataille de Berlin, la presse ne cite même plus le nom de Zhukov. Donc en fait, il est non seulement relégué, mais il est presque effacé progressivement de la mémoire historique qui est en train qui se construit du second conflit mondial. Et donc, il est joué, en fait, il est présent dans le film, il est présenté comme un héros, mais qui représente, et c'est ça qui est assez intéressant, une forme de contre-pouvoir ou de contre-force. Alors, je sais pas tellement comment il faut le dire, mais en tout cas, on montre bien qu'il y a des dynamiques opposées entre ces hommes qui sont au sein du présidium du comité central, et puis de l'autre côté, ce Zhukov et l'armée qui sont prêts également à prendre le pouvoir. Et c'est vrai que je trouve que c'est l'un des personnages les plus drôles par son jeu d'acteur, mais aussi parce qu'il y a beaucoup vraiment de techniques humoristiques qui sont utilisées autour de son personnage. Alors je pense par exemple au ralenti quand il arrive, quand il marche, quand il enlève son manteau, et donc avec son placard de médailles qui est complètement hilarant. Et puis en plus, il est représenté comme un très bel homme qui arrive au sein d'une salle comme ça où tout le monde le regarde. Et c'est un personnage qui est assez réussi du point de vue je dirais de l'humour et puis de ce qu'il pourrait représenter. Mais encore une fois, ça colle difficilement avec la réalité de l'époque. Et c'est uniquement après la mort de Staline qu'il va revenir, qui va revenir. Qui va être réintégré progressivement dans cette mémoire collective, et qui va avoir une place beaucoup plus importante au sein de l'armée. Dans cette galerie de personnages, la plupart grotesques,
il y en a qui ont peut-être la palme du ridicule, ce sont les propres enfants de Staline qui sont présentés comme complètement détraqués et loin de la réalité. Alors ça fait suite à toute une historiographie qui s'est développée, d'ailleurs assez récemment, je pense notamment au livre de Simone Sebag-Montefiore sur le Staline un peu intime. On sait qu'il y a une histoire personnelle assez compliquée, que sa première femme s'est suicidée, je crois, en plein Kremlin, que son fils, effectivement, était pas loin de l'image de l'incapable qu'il y a dans le film. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces enfants et du rôle qu'ils ont joué ou pas au moment de cette succession et de la façon dont c'est représenté dans le film? Alors, je dirais que dans le film, en fait, ils sont présents et là, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut évoquer l'héritage de Staline également du point de vue familial. Et donc, qu'est-ce qui reste une fois que lui est mort? Et donc, on a donc ses deux enfants, sa fille et son fils. Sa fille qui est présentée comme quelqu'un d'assez rationnel, qui comprend assez bien ce qui est en train de se passer et qui est finalement assez proche de son père. Et puis c'est elle aussi qui veille sur son frère et sur l'image plus générale qu'on voudrait donner de la famille. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai un peu perçu le personnage. Alors que le fils, donc Vassili, est présenté comme un alcoolique complètement détraqué, qui ne s'intéresse qu'à jouer. C'est la première scène dans laquelle on le voit à jouer au hockey, à faire jouer les équipes de hockey sur glace, et surtout complètement sous, et qui répand des idées complotistes ou pas, d'ailleurs, c'est assez drôle dans le film, partout où il va. Et donc, la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait pour le comité central, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de la chair de Staline. Et donc, la solution, c'est de dire, on va envoyer finalement sa fille à Vienne, en Autriche. Tout est prêt pour elle, on va prendre soin d'elle. Alors, il y a un jeu assez drôle parce qu'on voit que c'est d'abord Beria qui lui dit t'inquiète pas, je te prends sous mon aile, il va rien t'arriver. Puis Khrouchtchev arrive pour dire exactement la même chose. Et donc, elle est perdue entre toutes ces personnes qui voudraient venir pour se présenter comme les dignes successeurs de Staline, puisqu'ils vont prendre finalement la responsabilité des enfants et en prendre soin. Au contraire, Vassili, le fils, on veut absolument le garder ici à Moscou pour garder un œil sur lui et éviter qu'il fasse n'importe quoi et qu'il détruise la réputation en même temps de son père, mais aussi plus généralement de l'Union soviétique, parce il incarne la caricature du communiste, voire du russe, complètement saoul et qui dit absolument n'importe quoi et finalement qui va oui vraiment disqualifier les idées communistes au niveau international. Donc ça c'est assez bien retransmis dans le film. C'est un film qui, sur ce point d'ailleurs, fait réfléchir au-delà de la question du stalinisme et de l'URSS sur finalement les dynamiques de pouvoir, qu'est-ce que c'est que la légitimité, comment on construit une légitimité en utilisant la famille, en utilisant son passé, en utilisant sa proximité avec un grand homme, etc. C'est un film assez intéressant sur les dynamiques politiques, si on s'éloigne simplement de la question de la fidélité à l'histoire soviétique. Pour terminer, est-ce qu'il y a dans ce film une scène soit qui vous aurait particulièrement intéressé, soit au contraire particulièrement déplu sur le plan de la représentation historique? Est-ce qu'il y a des choses, outre celles qu'on a évoquées, qui vous auraient frappé? Alors moi, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire. En fait, j'ai essayé de chercher finalement celle qui m'avait le plus plu dans leur absurdité. Et donc, j'ai beaucoup aimé tout le passage où on cherche une petite fille pour qu'elle apparaisse le jour des funérailles de Staline et pour qu'il y ait une filiation entre la représentation de Staline comme père du peuple, où il y avait effectivement donc cette photo de Staline avec un enfant et puis ensuite qui a été il y a plusieurs peintures qui montrent vraiment ce Staline comme père des peuples, entouré de petits pionniers comme on les appelait.
Et donc, on cherche une petite fille et finalement, on la trouve pas parce qu'évidemment, elle a grandi en cours de route et puis elle ressemble plus à la photo, on va pas la reconnaître. Et finalement, on choisit une petite fille absolument ravissante et quand elle arrive, quand elle est disposée vraiment complètement figée sur le mausolée et qu'elle doit saluer la foule, en fait, on voit pas sa tête. Et donc, c'est un échec total de cette volonté de rejouer une scène pour s'inscrire dans la filiation de Staline, encore une fois, père des peuples et de la nation lors des funérailles. Et j'ai trouvé que cette scène, finalement, était assez bien... était assez bien jouée, était extrêmement drôle et puis rendait compte de l'absurdité de la notion de continuité en URSS et peut-être une métaphore d'un échec à venir dans cette volonté de garder vraiment, oui, voilà, cette filiation avec le stalinisme, puis parce que c'est ce qui va se passer avec Khrouchtchev, de revenir à l'essence du léninisme et donc toujours d'essayer de reproduire soit des images à l'infini, soit de reproduire aussi des scènes ou alors des événements, de les continuer à les commémorer de façon complètement répétitive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était assez réussi dans le film. Il faut peut-être signaler aussi dans notre discussion que c'est un film qui n'a pas pu être vu en Russie. Alors, il est assez aisé de comprendre pourquoi. Comment ça s'est passé, cette censure de la mort de Staline ? Oui, alors ça a été, on va dire, un événement qui a fait grand bruit. On a parlé de la censure du film, puisque c'est vrai qu'à partir de janvier 2018, le gouvernement russe, et en premier lieu, donc c'est le ministre de la Culture Vladimir Medinsky, qui s'est exprimé à plusieurs reprises afin d'empêcher la sortie du film sur son territoire pour plusieurs raisons, mais la première étant que considérer que ce film était une farce méprisante envers le passé soviétique. Et là, je le cite, une farce méprisante envers notre pays qui a vaincu le fascisme, envers l'armée soviétique, et plus rebutant encore, envers les victimes du stalinisme. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette citation, mais donc il est vrai que le film a été interdit en Russie, mais également, si je ne me trompe pas, au Kazakhstan et au Kirghizistan, et en Arménie et en Biélorussie, il a été possible de le voir, mais je ne sais pas pendant combien de temps exactement, ni quelles ont été les réactions. Mais en tout cas, c'est vrai que la censure de ce film ouvre une autre discussion qui mériterait une autre émission sur ce qu'est la mémoire du stalinisme dans la Russie actuelle, son évolution et comment elle est intimement liée à celle de la Grande Guerre patriotique, encore une fois. Alors, on le voit, il y a beaucoup à dire, évidemment, à partir de ce film, et beaucoup à lire également. Je signale que si vous vous intéressez à Staline au cinéma, j'ai fait un petit récapitulatif des différents acteurs qui l'ont joué dans une dizaine de films depuis la Seconde Guerre mondiale, aussi bien films soviétiques que films occidentaux. Il a été joué notamment par Robert Duval, par André Dussolier, par Gérard Depardieu. Donc, il y a plein d'incarnations de Staline plus ou moins réussies dans un passé relativement proche. Vous pourrez trouver ça. Et puis, évidemment, on peut conseiller des lectures. Alors, il y a déjà des noms qu'on a cités, comme Oleg ou Nicolas Werth. Est-ce qu'il y a des ouvrages que vous voudriez plus particulièrement conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, qui s'intéressent à ces questions ? Oui, alors l'ouvrage qui est un grand classique de l'étude de l'Union soviétique, mais plus généralement de l'histoire culturelle au XXe siècle. Donc c'est chez la Fitzpatrick, le stalinisme au quotidien, qui a été traduit en français. Et puis, alors il y a toutes les biographies de Staline. On pourrait en faire la liste effectivement sur le site, mais donc celle de Klievniuk est quand même vraiment magistrale et assez qui est complètement foisonnante de détails. Assez exceptionnel, mais je dirais peut-être pour aller plus loin, le documentaire que l'on a cité, La mort de Staline de Sergueï Loznitsa, qui est donné dans le fil Twitter assez intéressant, dans lequel j'ai découvert beaucoup de films. Mais sinon, on pourra mettre une biographie un peu plus foisonnante, peut-être soit sur le Twitter
soit voilà, sur le site pour avoir plus de références, je dirais. Voilà, on mettra ça, et puis on mettra aussi un ou deux titres sur le cinéma soviétique. Je crois qu'il y a les travaux de Natacha Laurent notamment, qui permettent d'approfondir évidemment beaucoup de réflexions sur Staline. De Valérie Posner aussi sur ces questions-là, du cinéma soviétique. Ouais. Voilà, on indiquera toutes ces références. Merci encore Julie De Schepper. Bonne continuation et recherche donc en Toscane. Merci. Et à bientôt pour discuter peut-être une nouvelle fois de l'URSS. Oui, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.